Bonjour à tous, moi je m'appelle Chloé Prudhomme, je suis maîtresse de conférences en médecine palliative au CHRU de Lille et puis en dernière année de thèse de sciences, d'une thèse qui est au sein du laboratoire Matrix, qui est une unité pluridisciplinaire qui s'interroge sur les pratiques, sur l'évaluation des pratiques de santé. Et au sein de la chaire notamment Vulnérage, j'ai réalisé cette thèse sous la direction du professeur Puisieux qui est gériatre et du professeur Sabot qui est philosophe, sur justement l'intérêt de l'usage de cet outil. Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt, premièrement. Alors, éviter la souffrance des patients en fin de vie, c'est bien entendu un objectif central dans la pratique de la démarche palliative. Ça engage les soignants au quotidien. Et néanmoins, un tel objectif se confronte à des limites et à des challenges, notamment sur ce que finalement la souffrance veut dire. Ce n'est pas tout à fait la même chose que la douleur ou le confort, on le verra, mais aussi la difficulté d'évaluer la souffrance de l'autre, notamment lorsqu'il n'est plus communicant, et puis enfin sur les solutions de prise en charge envisageables. Pour en déplier quelques aspects, on a donc mené cette thèse pour réfléchir aux enjeux éthiques de l'évaluation de la souffrance en soins palliatifs à travers notamment l'hétéroévaluation du confort et les mesures électrophysiologiques en fin de vie. Cet outil qui a été construit au départ en anesthésie et au bloc opératoire, finalement, pour évaluer la douleur des patients sédatés au bloc opératoire, pose forcément de nombreuses questions dans le cadre de la clinique des soins palliatifs, qui est plutôt une clinique centrée sur le care, sur l'accompagnement, pas forcément ouvert à cette technique. Et ces enjeux se rapportent aussi bien sur la validation d'un tel outil dans la toute fin de vie, mais aussi à ce que donne à voir ou pas cet outil, et puis enfin à la question, par exemple, de la fixation de son seuil. Qu'est-ce qu'on attend finalement comme réponse au moment où cet outil nous donne tel ou tel chiffre. Et donc il s'agit de repenser finalement la place de la technique dans la clinique des soins palliatifs. Alors cet outil, l'Analgesia Nociception Index, c'est un outil qui a été promu, si vous voulez, à Lille, puisque c'est M. Doloris, qui est une petite entreprise qui travaille en contexte lillois, mais il y a plein d'autres outils qui sont basés comme ça sur finalement la mesure du parasympathique. Il y a le NOL, par exemple, israélien, il y a le NIP dans la réa néonate. Toutes ces techniques sont non invasives et sont basées sur la variabilité du rythme cardiaque. Cette variabilité-là, c'est donc pas basé sur le rythme cardiaque, mais finalement sur la manière dont il fluctue. Et cela, par un algorithme et une réponse, nous donne finalement un reflet du niveau du système nerveux parasympathique, qui est vraiment le système finalement qui montre un état de stress ou de relaxation du corps. Il a été validé donc, dans le contexte de l'anesthésie générale, mais on peut aussi l'utiliser chez les patients conscients, notamment il y a eu pas mal d'études chez la femme enceinte, et qui montrent aussi que ça fluctue lors d'un stress émotionnel, par exemple. Alors, il y a de plus en plus d'articles qui sortent sur le domaine des soins palliatifs, mais aussi des patients non communicants en gériatrie, pour justement évaluer un peu l'intérêt de l'usage de ces outils. En médecine palliative, c'était particulièrement chez les patients sédatés en fin de vie, et nous, on verra, on est un des seuls centres à Lille à l'utiliser aussi chez les patients non sédatés. Alors, l'usage de cet outil, je vous le disais, pose de nombreuses questions, de nombreux enjeux éthiques, notamment, et c'est pour ça aussi que c'était intéressant de faire cette thèse avec un philosophe, pour pouvoir travailler aussi sur, finalement, dans son usage, qu'est-ce qui pouvait apparaître à travers l'usage que pouvaient en faire les professionnels de santé, les proches, sur voilà, ce fantasme peut-être d'objectiver la souffrance de l'autre en fin de vie, par un chiffre, justement. Qu'est-ce que donne à voir cet outil? Notamment, on parle beaucoup du confort dans la situation en fin de vie chez patients très altérés, non communicants, mais ce confort-là est très réducteur finalement. On se rapporte au corps, à ce qu'on peut encore peut-être maîtriser pour nous soignants, et on est bien loin forcément du concept de la souffrance, et on se demande si ça laisse la place à la subjectivité, la reconnaissance d'autrui, l'altérité, lorsqu'on
lorsqu'on regarde plutôt un moniteur qu'un patient. À l'inverse, on peut aussi se demander si utiliser l'ANI ne participe pas aussi au maintien du lien, au maintien de cette attention permanente à évaluer et à lutter contre la souffrance d'autrui, même lorsqu'il est en toute fin de vie, même lorsqu'il n'est plus communicant. C'est aussi un outil qui pose la question de l'expertise soignante et qui le met parfois en défaut. Que se passe-t-il lorsque l'outil ne montre pas la même chose que ce que l'équipe soignante pensait évaluer de la personne en fin de vie qui n'est plus communicante? Et donc il y a aussi cet aspect autour de la technique dans ce travail du CARE, autour finalement de ce détournement du regard porté sur un outil plutôt que sur le patient. Alors, pour étudier tout ça, j'ai utilisé une méthodologie mixte avec un design convergent. Une phase quantitative, la première, en parallèle d'une phase qualitative que je vous présenterai avec un petit peu plus, en prenant un petit peu plus de temps. Et puis, j'ai mis en place, là, enfin, pour début 2025, une démarche de PPI afin de pouvoir interpréter les données. Parce que dans les études mixtes, il ne s'agit pas de faire du quali et du quanti, il faut aussi pouvoir analyser ensemble ces différentes données. Et donc là, en fait, on va rassembler des proches aidants, des professionnels de santé, de soins palliatifs et de gériatrie pour intégrer, discuter et synthétiser ces résultats et faire place à des recommandations sur son usage. Alors, sur la phase quantitative, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'était une étude qui avait justement pour objectif de déterminer la variabilité de cet outil dans notre population particulière. Donc là, on voit que la population sélectionnée avec une médiane de survie de 2 jours en médiane. Lorsque l'on met en place une procédure douloureuse, c'est-à-dire que, par exemple, une toilette, un retournement, une pose de sonde, une pose de cathéter veineux pouvait être une procédure douloureuse. Et puis, on avait simplement en fait, étudié et comparé la mesure de l'ANI avant, pendant et après la procédure douloureuse, qu'on a comparé à une échelle d'hétéroévaluation du confort. Nous, on a choisi le CPOT parce que c'est celui qu'on utilise le plus dans notre clinique. C'est une échelle qui a été initialement développée en France, particulièrement pour une population en soins critiques, réanimation notamment, mais qui a aussi montré une validation il y a plus d'une dizaine d'années dans le domaine des soins palliatifs et justement utilisée lors d'une procédure douloureuse telle qu'une toilette et un retournement. Donc ça nous intéressait bien dans notre étude. On a inclus 20 patients consécutifs, pas forcément sédatés, qui n'étaient finalement plus communicants parce qu'ils avaient un Glasgow inférieur à 10. On a exclu, bien entendu, les patients en phase agonique qui étaient déterminés par la perte du réflexe cornéen, ceux dont leurs proches ne donnaient pas de consentement à l'étude. Et l'objectif principal, c'était de montrer cette variation. On a démontré qu'il y avait bien une diminution significative de l'ANI au moment de la procédure douloureuse, que l'ANI réaugmentait bien significativement après. Donc ça nous fait un peu une preuve de concept, si vous voulez. Et puis on voit qu'il y avait également une majoration du score du CPOT de manière là aussi significative au cours du soin douloureux. Par contre, et là on a été pas mal embêtés, c'est qu'on n'a pas retrouvé de corrélation entre l'ANI et le CPOT. Plusieurs hypothèses à ça. Tout d'abord, c'était principalement des gens qui étaient finalement évalués comme confortables. Donc le CPOT était finalement n'était plus une variable puisqu'il était toujours à 0, donc ce qui a pu diminuer la puissance de notre étude. Et puis ce qu'on voit ici, ça c'est le petit schéma que je vous ai mis. On voit qu'en fait, pour tous les patients évalués comme non confortables, qui sont sur le 0 là, pendant la procédure douloureuse, l'ANI montre bien, inférieur à 40. C'était un seuil à peu près à 50 dans toutes les études pour séparer une population confortable d'une population inconfortable. Donc finalement, les cliniciens, lorsqu'ils évaluent l'inconfort d'un patient, l'ANI montre bien que le patient est inconfortable. Par contre, pour tous les patients considérés comme confortables, là, on en avait quand même un grand nombre qui, au contraire, ne l'étaient pas. Donc, on pose vraiment la question de cette, finalement, pertinence
de l'hétéroévaluation basée sur des signes liés au corps, avec justement peut-être une sensibilité plus importante de cet outil dans ces situations-là. Voilà pour la partie quantitative. Pour la partie qualitative maintenant, elle s'ancre finalement dans notre chaire, du coup la chaire vulnérage, qui considère, et je partage vraiment cette vision, le soin comme quelque chose de collectif, c'est-à-dire qu'on soigne aussi bien le patient, ses proches, les professionnels soignants, et puis finalement les proches aidants peuvent aussi participer aux soins, etc. Et dans le contexte des soins palliatifs, finalement, moi, je me suis placée dans une sorte de petite société, de micro-société, avec un fonctionnement à part, qui fonctionne un peu comme une activité sociale à part entière, avec des acteurs multiples dans un réseau de systèmes. Et donc, j'ai plutôt utilisé un cadre conceptuel issu de la sociologie pour étudier justement les usages de cet outil dans cette micro-société. Donc c'était plutôt une approche issue de la théorisation ancrée pour explorer justement quels usages et quelles perceptions pouvaient avoir des proches et des professionnels de santé lorsqu'on utilisait l'ANI chez leurs proches ou leurs patients. Alors mon groupe d'études était donc 28 personnes, il y avait 14 proches aidants et 14 professionnels de santé. Dans les proches aidants, ils étaient en fait tous endeuillés, ils avaient tous perdu leurs proches à plus de 3 semaines et à moins de 4 mois pour avoir finalement le moins d'impact possible sur les premières périodes du deuil, mais aussi ne pas avoir de biais de mémorisation. J'ai eu 5 personnes que je n'ai pas pu inclure. La plupart du temps, c'était parce qu'ils n'étaient pas disponibles ou alors je n'avais pas de retour, aussi bien des professionnels soignants que des proches. Et puis, une personne parce qu'elle ne se souvenait plus du tout qu'on avait utilisé cet outil chez leurs proches. C'était 2 centres, le CHRU de Lille et un CH de périphérie. Donc moi, en tant que médecin de soins palliatifs au sein du CHU, je n'ai pas réalisé les entretiens des professionnels soignants de mon site, j'ai réalisé plutôt les entretiens des autres. Par contre, j'ai réalisé tous les entretiens des proches, et c'était important aussi et utile finalement d'avoir cette pertinence en tant que médecin de soins palliatifs, notamment pour les appréhender dans cette période particulière, aussi parfois pour répondre à leurs questions. C'était important finalement pour eux d'avoir donné leur accord à cette recherche et de pouvoir poser peut-être quelques questions sur la prise en charge de leurs proches, aussi avoir finalement leur retour, et puis de pouvoir les orienter au mieux si on observait des difficultés particulières. Et puis, ce groupe était le plus possible diversifié. Donc, les 2 centres, en fait, avaient un usage de l'ANI différent. Le CHRU, c'était depuis plus de 6 ans. Le CH, c'était depuis moins d'1 an. L'âge, le sexe, la profession étaient différentes. Il y avait des médecins, des infirmiers, des aides-soignantes. Et pareil, pour les proches aidants, il y avait des enfants, des parents, des conjoints, des cadres supérieurs, des ouvriers. Alors, pour l'analyse, j'ai suivi un petit peu les critères de validité du AirTag qui ont été publiés cet été par Victoria Braun et Valérie Clark, qui revient sur cette analyse thématique réflexive avec un côté propre à l'interprétation artistique, comme elles disent. Mais c'est cette idée finalement de vouloir tirer les grands concepts, les grandes unités de sens. Moi, je me suis beaucoup basée sur le Paillet notamment, et donc j'ai fait une analyse type de catégorie conceptuelle ou conceptualisante. Une analyse que j'ai réalisée seule, mais en utilisant certains outils, notamment la réflexion des membres, la cristallisation, pour renforcer un petit peu la pertinence méthodologique de l'étude. Et puis, j'ai finalement généré 4 catégories conceptualisantes, 20 secondaires, qui représentent à peu près 1134 codes sur le NVivo. Et puis, je vais vous en présenter 3 principales. D'abord, le fait que l'ANI était avant tout vue comme un soin supplémentaire dans une clinique de la confiance. Ensuite, que ça pouvait aussi être pour certains une intrusion anxiogène dans une clinique particulière, celle des soins palliatifs. Et puis enfin, on verra aussi le détournement de l'objet initial pour finalement un usage plus relationnel. Et ça, c'est vraiment un détournement construit
est développé au hasard par les proches aidants. La première chose, c'est que la grande majorité s'accorde à dire que c'est vraiment un outil supplémentaire. C'est-à-dire que ça ne remplace pas l'expertise ou le travail des soignants, mais ça vient en plus avec de multiples fonctions qui sont plus ou moins identifiées en fonction notamment de l'expérience avec l'ANI. On a vu à travers, moi j'ai pu mettre en évidence à travers ces entretiens, un apprentissage finalement qui se fait par l'expérience de cet outil en fonction des deux centres. Aussi bien pour améliorer la discrimination d'une situation de confort ou d'inconfort, dans la question d'incertitude dans une équipe, mais aussi d'aider à déterminer la cause d'un inconfort, par exemple en faisant des tests thérapeutiques, en évaluant ensuite si l'outil montrait une variation plus importante ou pas, entre la morphine, entre l'hypnovel par exemple. Éviter le surdosage médicamenteux et rester proportionné pour certaines familles pour qui ça avait vraiment du sens de ne pas précipiter le décès. Du coup, on vérifiait qu'on était aux doses minimales suffisantes, si vous voulez. Mais aussi lever un doute, rassurer les professionnels de santé ou les proches. C'est beaucoup un outil employé pour se rassurer dans un contexte d'incertitude. Libérer aussi parfois l'attention de l'évaluation du confort. Il y a un professionnel qui dit une fois que je sais que l'ANI est bon, finalement, je ne suis plus forcément, je ne passe pas tout mon temps dans la pièce à évaluer, à essayer de retrouver, de scruter les signes d'un confort, mais je peux partager d'autres choses, voilà, être une présence silencieuse, prendre du temps pour les proches, enfin, voilà, amener d'autres compétences. Et puis aussi, parfois, c'est utilisé pour arbitrer entre des évaluations différentes dans une équipe. C'est considéré de toute manière comme un dispositif donc supplémentaire, plutôt médical. C'était vraiment vu comme quelque chose de l'ordre des soignants, des médecins qui finalement avaient peu d'intérêt pour les proches aidants. Et notamment un proche dit moi je n'ai pas confiance dans l'outil, j'ai confiance dans la personne qui l'utilise. Et donc j'ai aussi le fait que ce soit une clinique de la confiance, que l'acceptation et finalement le vécu de l'utilisation de cet outil en fin de vie a été globalement fortement positif. Enfin, on voit, et c'est peut-être plus interrogeant, cette absence de consentement explicite, c'est-à-dire que ça va un peu de soi qu'on l'utilise. C'est un outil médical, donc il l'utilise, donc finalement, on n'a pas vraiment à me demander mon avis, et on n'a pas non plus vraiment à demander l'avis à mon proche, parce qu'au final, c'est non invasif, lui, il ne le ressent pas, donc ça va un peu de soi. Et donc ça peut aussi poser question sur la question du consentement, notamment dans la toute fin de vie. D'un autre côté, ça pouvait aussi être vu comme une intrusion anxiogène dans une clinique particulière, celle de la toute fin de vie. Il y a notamment la crainte principalement partagée par les professionnels de santé de cette hypermédicalisation. C'est quelque chose qu'on a retrouvé dans la littérature, puisque Stefan Six en Belgique avait déjà fait une étude sur justement l'acceptation des proches et des soignants de cet outil, qui avait montré que cette hypermédicalisation-là, elle était peut-être crainte par les professionnels soignants, mais elle n'était pas forcément retrouvée dans la population des proches aidants. Pour autant, ce que Stefan Six n'a pas mis en évidence, et parce que lui, dans son étude Cali, en fait, il avait fait à partir d'une étude où l'écran était masqué, puisqu'il le faisait à l'aveugle. Donc finalement, il n'y avait jamais eu d'étude qui étudiait la perception en pratique courante, où là, l'écran était visible de tous. Là, on voit qu'en fait, il y a quand même cette attirance du regard. Oui, comme c'est un écran, vous savez bien comment ça fonctionne. Et donc, tout le monde est attiré par ce chiffre, par cet écran. Il y a un côté tellement réassurant que finalement, on va venir regarder un petit peu ce chiffre pour se rassurer, pour se conforter. Et cette assurance, elle peut aussi venir nourrir une certaine hypervigilance anxieuse. Alors, elle aurait peut-être existé sans. On en voit des familles qui prennent le pouls, qui regardent la poche à urine, qui vérifient les chiffres, qui demandent à ce qu'on prenne la température, la tension. Mais du coup, cet outil vient focaliser aussi ces familles-là ou ces proches-là dans cette hypervigilance anxieuse. Et puis, c'est parfois fantasmé aussi comme étant un outil pour autre chose. Par exemple, une certaine pronostication du mourir. On vient mettre des capteurs sur le corps de mon proche, au niveau de son cœur. Donc, lorsque on n'est pas forcément bien informé, ou même si on est bien informé, on peut aussi avoir cette impression qu'on l'utilise peut-être pour pronostiquer la mort qui va arriver. Le troisième grand concept que j'ai
fait émerger dans l'analyse, c'est vraiment ce détournement de l'objet vers un lien relationnel. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise, moi, en tant que clinicien, parce que ce n'est pas du tout repéré par les soignants, finalement, qui l'utilisent. En fait, les proches expliquent qu'ils découvrent au hasard que cette courbe, elle peut aussi varier pour d'autres choses. Par exemple, cette proche, cette fille qui raconte que à un moment, elle s'est mise à parler à sa maman alors même qu'on lui avait dit qu'il fallait, mais qu'elle, elle n'y croyait pas, et que pour elle, elle était déjà morte finalement, elle était dans le coma, elle n'était plus vraiment là, c'était plus vraiment sa maman. Et puis elle s'est mise à lui parler, elle a vu sur l'appareil, elle a vu l'Annie qui remontait. Elle a vu une réaction finalement de sa maman, puis elle a arrêté de parler, puis ça a rebaissé, etc., etc. Et là, elle s'est dit, mais en fait, elle est encore là. Et elle est encore bien là. Peut-être elle perçoit des choses, et peut-être que ce que je peux lui apporter aussi est positif. Et donc, il y avait une certaine reconnaissance finalement dans l'accompagnement grâce à la présence de cet outil en chambre. Pour certains proches, ou pour certains professionnels soignants, c'est aussi comme le reflet d'un certain vécu intime. Et ça vient finalement nourrir ce souci d'humanisation et d'humanité de l'autre en fin de vie. Peut-être il a encore des affects, des émotions, des ressentis. C'est encore bien un humain finalement. Cette personne qui est très dégradée, très vulnérable, dans le coma, toute fin de vie. Et enfin, c'était aussi un lien qui pouvait se poursuivre. Je reviens sur cette épouse qui avait son époux notamment, qui avait un glioblastome, une maladie, une tumeur cérébrale très évoluée, qui était aveugle, sourd, qui n'avait plus de capacité de communication. Et le fait d'avoir l'Annie en chambre, ça lui faisait comme un dernier lien. Elle pouvait encore interagir avec lui et avoir une réaction. Et donc elle était aussi très éprouvée lorsque les soignants le retiraient, parce que eux, médicalement, ils avaient évalué le confort et ça leur suffisait. Et donc ça vient vraiment poser la question finalement de à qui appartient cette mesure. Est-ce une mesure médicale qu'on peut utiliser pour le confort ou est-ce une mesure intime qui renvoie finalement à une certaine intimité, une certaine présence au monde qui n'est pas forcément, où on voit que le consentement n'est pas forcément toujours très clair. Est-ce qu'on veut vraiment montrer, mettre à nu ce que l'on ressent, même en toute fin de vie ? Il y a aussi l'importance de l'accompagnement dans l'acceptation de l'outil, mais aussi cet apprentissage mutuel possible entre professionnels du soin et entre proches aidants sur justement cet outil. Il faut pouvoir se mettre d'accord, il faut pouvoir en discuter, en parler pour mieux l'utiliser finalement et permettre une utilisation la plus bonne possible. Alors il y a plein de nouveaux appareils qui permettent notamment l'Annie Guardian de ne plus montrer l'écran en chambre en continu. Mais du coup, ça vient poser d'autres questions. C'est comme si on répondait trop vite à la question à qui appartient cette mesure, aux professionnels de santé, donc on ne le montre plus. Est-ce réellement la bonne solution ? Alors quand on voit l'hypervigilance anxieuse, etc., on peut se dire que oui, mais d'un autre côté, peut-être qu'on retire aussi quelque chose à ses proches. Et puis, c'est aussi un peu... cette idée de réfléchir un petit peu à ce qu'on fait de cette donnée, à comment on l'utilise, comment on la détermine. Et ça, c'est des études à suivre. Donc là, on a eu on a répondu à un appel à projet. On a été sélectionné notamment pour France Horizon. Donc on a un beau budget pour venir étudier justement la manière dont on l'utilise et dont on prend les décisions finalement avec la donnée de l'outil dans différentes cliniques. On va sortir un peu des soins palliatifs, on va venir en gériatrie, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt de ces outils, notamment dans les EHPAD, etc., avec un risque, bien sûr, de pouvoir ne plus avoir besoin de l'humain, finalement. Donc c'est important de garder finalement la main sur ces études, sur ces outils, pour pouvoir mettre en évidence toutes les nuances et toutes les facettes et les réflexions qu'il faut avoir pour son utilisation. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et puis, je remercie bien sûr tous les partenaires de cette étude, de cette thèse. Merci beaucoup. On va avoir un petit temps pour des questions. Bonjour, merci beaucoup pour cette étude fort intéressante. Je suis Christine Danel, je travaille à Jeanne Garnier.
J'aurais aimé savoir combien ça coûte, cet outil. Et puis, surtout, dans l'évaluation qualitative que vous avez faite, vous avez dit à un moment donné que finalement, enfin, vous n'avez pas parlé de valeur prédictive, mais voilà, l'évaluation de la douleur par les cliniciens était bonne quand les patients étaient confortables, mais par contre, que l'ANI baissait, enfin, c'est ça que j'ai compris, parfois, alors que les cliniciens avaient, eux, trouvé que le patient était confortable. Et vous avez dit dans beaucoup de cas, mais vous n'avez pas précisé combien de cas et du coup, quelle était la proportion dans laquelle, finalement, l'outil n'est peut-être pas... Enfin, l'évaluation clinique n'est peut-être pas bonne, quoi. 12 sur 14. 12 sur 14 dans lesquels le patient est inconfortable et les cliniciens ne le voient pas, finalement. Ah, c'est ennuyeux, ça. D'accord, merci. Et donc, combien il coûte, l'appareil ? C'est quelques milliers d'euros. Après, voilà, je sais qu'il y a les associations telles qu'Apicril favorisent aussi parfois son utilisation. Et puis pour l'Ani Guardian, il y a aussi des prototypages en cours à tester. Donc voilà, il y a moyen aussi. Mais c'est vrai que c'est un coût qu'on a décidé de faire pour la clinique. Donc c'était autour de 4 000 euros au moment où on l'a acheté. Puis après, il faut acheter les électrodes. Mais avec l'Ani Guardian, il n'y aura plus d'électrodes. Ah oui, donc c'était ma deuxième question. Quel est c'est des électrodes en fait qui sont mises sur. Ce sont des électrodes qui sont basées pour finalement comme le CG. Oui, et puis ensuite il y a une intégration mathématique de la variabilité de l'espace RR pour justement avoir un reflet du niveau du parasympathique. Merci beaucoup. Merci Chloé. François Chaumier, médecin à l'équipe mobile de soins palliatifs au CHU à Tours. Je trouve que c'est un très bel exemple, notamment pour les plus jeunes, de la faisabilité de recherche, alors certes pas interventionnelle en tant que telle, mais où on va quand même toucher ou intervenir auprès d'un patient alors qu'il est en toute fin de vie. Tu dis que tu as une médiane de survie de 2 jours, alors que dans les représentations que peuvent avoir les chercheurs, dans les freins à la recherche en soins palliatifs et en fin de vie, on pourrait avoir la difficulté de faire des travaux de recherche chez des mourants. Donc je trouve que c'est un très bel exemple. Et est-ce que tu peux expliciter peut-être juste la question de la CNIL ou est-ce que pour obtenir des autorisations en termes d'avis éthique, est-ce que tu as eu des difficultés dans la mise en œuvre de ton projet pour mettre ce type de dispositif auprès de patients qui sont en toute fin de vie ? Alors nous, on était considérés comme une étude en soins courants, donc MR04, puisque finalement, on utilise déjà l'ANI dans notre structure. C'était observationnel et non interventionnel, puisque finalement, le soin devait de toute manière avoir lieu. Et donc, on a eu une approbation par le CPP. Principalement, on a fait une déclaration CNIL. On a quand même demandé le CPP. Ils étaient plus embêtés. Finalement, le CPP est revenu avec plus d'éléments pour l'étude qualitative que l'étude quantitative, parce qu'il y avait cette question d'aller voir des personnes endeuillées. Mais finalement, voilà, en discutant, ça n'a pas posé de problème. Merci. Oui, bonjour. Audrey Lebel, je suis médecin de soins palliatifs à Paris. Moi, je voulais poser une petite question sur l'inclusion des patients, notamment dans la phase quanti, et savoir s'il y avait des contre-indications, notamment chez les patients qui ont des syndromes dysautonomie qui étaient extrêmement présents. Oui, je ne suis pas revenue en détail, mais merci pour cette question qui me permet de préciser mes critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, en effet, donc les patients qui avaient notamment des anticholinergiques, les patients qui avaient un pacemaker, les patients qui avaient une transplantation cardiaque n'étaient pas inclus dans l'étude. Mais finalement, pour notre prochaine étude, là, sur l'Ani Guardian, un peu plus grande des fleurs, on va finalement inclure tout le monde et aller regarder si en sous-groupe, il y a réellement des freins à l'utilisation. Parce qu'on l'utilise juste... si vous voulez, on fait des critères assez restrictifs dans les études en se disant, voilà, on a comme ça une population la plus sensible possible à cet outil, mais finalement, c'est fort probable qu'on puisse l'utiliser. Nous, par exemple, chez les patients sous scopolamine, on continue de l'utiliser parce que ce qui nous intéresse, c'est la variabilité. Donc, on n'utilise pas forcément le même seuil, mais on va voir si l'ANI baisse ou pas à certains moments voilà, en fin de ça, lors d'un soin douloureux, lors d'une altération de son état respiratoire. On va évaluer plutôt cette variation-là et elle persiste même pour les patients sous scopo, par exemple.
Et dans les études qui ont été faites, par exemple, au bloc opératoire, ça a été étudié justement dans ces populations... Dans toutes les études, il y a des critères plutôt stricts, donc pas d'atropine, pas d'anticholinergique, pas d'inotrope, voilà. Non, pour que justement... Mais en pratique courante, c'est utilisé plus largement. Okay, après, c'est toujours le... Merci beaucoup. On va passer à l'intervention suivante pour rester dans le timing.